Toi, ordinateur, tu vas te taire. Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Coin Lecture. Nous sommes à la mi-septembre et j'ai décidé de vous faire un petit bilan lecture pour la moitié de ce mois. Là, vous dites, attendez, elle en fait un par 4 mois d'habitude. Comment ça se fait que là, elle décide d'en faire un au milieu du mois? Bien, c'est qu'il y a eu le Pumpkin Autumn Challenge et ça m'a comme motivée à lire. J'ai quand même lu beaucoup, puis comme j'ai aucun talent pour abréger, bien, je me suis dit que si je voulais pas avoir à filmer et monter une vidéo de 1h15, bien, je serais mieux de faire ça de cette façon-là. Donc, aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de choses dont je vais vous parler. 1, 2, 3, 4, 5... J'ai 5 romans, 4 graphiques. Ça devrait faire une vidéo assez longue. Si vous aimez la vidéo, si vous voulez être notifié de mes bilans lecture occasionnels, vous pouvez liker ou encore vous abonner à la chaîne. Ça coûte rien et ça fait plaisir. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit que je pourrais faire un effort avec mon accent parce que c'était difficile à comprendre. Comment dire? Réfléchissons à cette demande avec sérieux. Non. C'est déjà assez compliqué comme ça de filmer des vidéos. S'il faut que je fasse attention à l'accent, ça va être compliqué. On va y aller avec les romans pour commencer, puis je vais vous parler des graphiques à la fin. Je sais pas si c'est moi qui deviens vraiment pas difficile avec l'âge, mais j'ai pratiquement fait que des bonnes lectures au mois de septembre. Je sais pas si c'est mon esprit critique qui s'est fait la malle. Vous avez vu une expression française? Je fais un effort. Mais c'est comme si j'aimais tout. Puis c'est cool, parce que je suis contente de tout aimer. Bon, vous allez voir, je bougonne encore un peu des fois, là, j'ai mes petits pet peeves, mais en gros, ce sont des bonnes lectures. Le premier que j'ai lu, il s'agit de Femme forêt d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est une autrice québécoise dont j'aime énormément la plume. J'avais adoré La femme qui fuit, j'ai tripé sur Je voudrais qu'on m'efface. Donc, c'est sûr que ce roman-là, qui m'a été offert dans le Swap Booktube Québec par ma copine Kat, j'ai fait plusieurs parenthèses, les unes à la suite des autres, puis là, je sais pas où était vraiment la phrase de départ, mais en fait, c'était pour dire que c'était officiel que j'allais le lire, puis il y avait des grosses chances que j'aime ça. Et en effet, le petit cœur est très, très bien placé parce que pour moi, c'est un gros coup de cœur. Pourtant, c'était pas gagné parce que c'est un roman de la pandémie. C'est jamais nommé, mais on sait que l'autrice l'a écrit pendant la pandémie parce qu'elle est partie avec son chum, ses enfants, sa meilleure amie, ses enfants, vivre pendant une grande période dans une maison de famille qui est isolée dans le bois pour fonctionner pendant le confinement. Donc, c'est cette histoire-là qui nous est racontée, mais c'est surtout une femme qui, dans cette situation-là, réapprend à devenir une avec le vivant. Anaïs Barbeau-Lavalette, elle a une plume extraordinaire. On lit des bouts, là, puis à chaque page, on a l'impression qu'il y a un petit poème. Une image qui frappe. Donc, on lit, là, puis là, on fait « Ah! » Et les yeux partent et on réfléchit. J'adore comment elle écrit. Bon, j'ai oublié ce que je voulais dire. Il faut que j'aille voir mon billet. Tout va bien. Tellement évident que mon téléphone va être plein avant la fin de cette vidéo-là. C'est écrit dans le ciel. Dans le roman, on a donc un vrai ode à la nature, à la beauté des petites choses, parce qu'on a des gens qui se retrouvent ensemble, mais qui ont besoin des fois de prendre l'air. Et cet air-là, ce besoin de respirer à fond, on le ressent dans les promenades du personnage principal dehors. Et ce personnage-là fait un vrai voyage vertical, un vrai voyage intérieur, à la fois en elle-même, mais aussi dans le temps, parce que le thème de la filiation, c'est un thème qui est très, très important pour cette autrice-là. On a des flashbacks de personnes qui ont été importantes pour elle, on a des souvenirs de certaines personnes qu'elle rencontre, parce que c'est sa maison d'enfance. Dans les thèmes qui sont chers à l'autrice, il y a toujours la famille, aussi le traumatisme intergénérationnel, parce que si vous avez lu La femme qui fuit, vous savez que sa grand-mère est partie, elle a laissé sa mère. Et le concept de liberté est aussi exploré dans ce roman-là. Comment être libre en étant ensemble, en étant avec ceux qu'on aime, c'est hyper intéressant. Il faut lire cette autrice-là. Deuxième roman, je vais vous parler de
La Dame numéro 13 de José Carlos Somoza. Et c'est un roman qui était dans ma pile à lire depuis 2007. En fait, je l'avais mis dans mon challenge ABC 2007. Parce que ceux qui me suivent sur la chaîne ne savent pas nécessairement, mais j'ai un blog littéraire depuis 15 ans. Donc, c'était ma première année de blog et j'avais mis ça dans ce challenge-là que j'ai lamentablement échoué, comme la plupart de mes challenges. Je l'ai lu au tout début de septembre et c'est un roman foisonnant, particulier, avec une atmosphère extrêmement glauque. J'ai tripé. J'ai vraiment aimé ça. Avec Somoza, on va souvent dans le réalisme magique, un peu dans la magie noire, et c'est un peu ce qu'on a ici. C'est un gros roman, et je vous explique. On a un personnage principal qui est professeur de lettres, qui va pas nécessairement bien, qui se questionne énormément sur beaucoup de choses, et notamment sur la poésie. Ce professeur-là va commencer à faire un rêve étrange où il voit une femme assassinée. Ça le travaille, il va en parler à son médecin et il va se trouver à rencontrer une autre femme qui est une prostituée qui vient de l'Est, peut-être hongroise, on ne sait pas trop, et qui fait le même rêve. Alors tous les deux, ils vont commencer à enquêter, ils veulent voir qu'est-ce qu'il y en est de cette maison qu'ils voient, de cet aquarium avec une lumière verte, et ils vont aller voir dans la maison. À partir de là, tout va se déclencher et on va se retrouver dans un monde un peu fantasmagorique avec 13 dames, 13 muses qui auraient inspiré des poètes pour avoir des mots de pouvoir. Donc ici, la poésie, certaines lignes de poésie seraient la clé de pouvoir extraordinaire pour ces mystérieuses dames, dont la dame numéro 13, que personne ne voit jamais. Donc moi, le concept m'a fait triper. C'est le pouvoir des mots. Il y a plein de références. Ceux qui me connaissent savent, là, moi, les références dans des livres, surtout quand ils ne sont pas explicites, c'est mon truc. J'adore les reconnaître. Ça, je me sens comme, ah, on fait partie du même club, l'auteur et moi. J'adore, regarde, c'est con, mais j'adore. Et la poésie comme arme de destruction, je trouve le concept tripant. Comme l'épisode de Doctor Who, vous vous rappelez, il est dans la grande bibliothèque, il dit « We're in a library. Books are the greatest weapons in the world. » En tout cas, ou de quoi comme ça. Ouais, ma tête part des fois encore. C'est pas gagné, suivre le fil de mon esprit, mais ça va s'améliorer, je vous le jure. Bon, comment j'ai fait pour parler d'un livre pendant 5 minutes puis rien dire? Donc, on a avant tout un roman d'atmosphère. Moi, je l'ai dévoré, là. 550 pages, je les ai lues toutes seules. Pourtant, c'est pas tant d'action. Oui, il se passe certaines choses, mais on n'est pas dans un déluge d'action. On est vraiment dans une atmosphère. C'est onirique, c'est fascinant. J'ai tellement aimé ça, là. Maintenant, il faut que je lise autre chose de l'auteur. Puis, il y a plein de gens qui m'ont fait plein de recommandations. Donc, ça viendra. On va passer maintenant à un roman que j'ai moins aimé et que j'avais demandé pour cette couverture-là qui est trop belle. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, là. Il y a un petit chat, des fleurs de cerisier. C'est vraiment trop choupinou. Et un chat qui voulait sauver des livres. Pour moi, c'était gagnant, non? Pourtant. Donc, on a l'histoire d'un jeune garçon qui est au lycée. Son grand-père vient de mourir et il tenait une librairie de livres usagés où il y avait des bons livres, des classiques, des trucs qu'on trouve plus ailleurs. Et quand son grand-père va décéder, il y a sa tante qui veut l'amener chez elle parce que, bon, il y a 16-17 ans, tu sais, il faut quand même un peu de soutien. Sauf que va apparaître un chat qui lui dit de le suivre parce qu'il a besoin de sa force pour sauver des livres. Et à partir de là, il va se dérouler des missions dans des mondes un peu étranges. Il va aussi apprendre à connaître certains de ses camarades parce qu'il n'y avait pas d'amis. Il était vraiment très, très geek dans ses affaires, dans ses livres. Lui, ce qu'il aime, c'est lire puis lire des classiques. Donc, il n'est pas au fait des trucs de son école. Des missions pour sauver des livres dans un monde onirique. Comment ça se fait? J'ai pas aimé ça. Ce que j'ai pas aimé, c'est que moi, je partage pas la vision de la lecture qui est proposée dans ce roman-là. On parle beaucoup de classiques, on parle de relire les livres, on parle de l'importance de lire les bons livres, pas ceux qui sont nécessairement à la mode, prendre son temps, bref, ça donne des conseils de lecture. Puis moi, je suis une fervente partisane de 1. Chacun lit ce qu'il veut, 2. À la vitesse qu'il veut, quand il veut.
Donc, ça me dérange quand on essaye de proposer la bonne façon de lire. Je trouvais ça assez snob, en fait, comme concept. On met vraiment en avant les classiques, entre autres. Puis, vous savez, là, je suis une grande lectrice de classiques. J'aime lire les classiques. J'aime les replacer dans leur époque, voir pourquoi ils ont été populaires, essayer de mieux comprendre l'air du temps à ce moment-là en lisant les classiques. J'adore ça. Mais est-ce que je crois que c'est la seule bonne littérature? Absolument pas. Et ça, ben, ça m'a dérangée profondément. Donc, j'ai eu l'impression de me faire la morale. Tu sais, je vous parlais de pet peeves au début du vidéo, là, ben, c'en est un. Moi, dès qu'on me fait la morale, j'ai beau être d'accord avec la morale, on dirait que je m'oppose. Fait qu'imaginez quand je suis pas d'accord. J'aurais pitché le livre au bout de mes bras quand j'entendais des grandes vérités, la sainte parole de comment livre. Ça me fatiguait. Mais il y a plus à plein de monde. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était pas une réussite. Je suis bon public, mais des fois, il y a des trucs qui m'énervent. On était un peu dans le réalisme magique. Maintenant, on va passer dans la fantasy. Et j'ai lu Babel de R.F. Kuang, qui est l'autrice de The Puppy War, la guerre du pavot, que j'ai beaucoup aimé. Et là, je vous montre ma super belle édition de Fairy Loot. Écoutez, elle est vraiment super belle, mais c'est pas elle que j'ai lue parce que je voulais pas briser, tu sais. Posez-vous pas de questions. Mais je vais quand même vous montrer. Regardez ça quand on enlève le livre, si il est beau. Donc, c'est très shiny, hein? Ça gosse. De quoi ça parle? On est en 1830 et on est en Angleterre où se trouve une tour incroyable qui s'appelle Babel, qui est l'Institut de traduction. Alors, ça parle des mots, encore une fois, et du pouvoir des mots. On est dans un Oxford un peu imaginaire, mais pas tant. En fait, il y a une magie qui est la magie de l'argent, mais silver, le métal, pas la monnaie, qui permet de faire toutes sortes de choses et qui a permis une avancée technologique et industrielle qui appelle le Silver Revolution. Donc, en fait, la révolution industrielle, mais en plus avec de la magie. Mais le reste du monde, c'est pas mal le nôtre. On est vraiment dans Oxford avec pas mal les opinions politiques de l'époque, les technologies de l'époque. C'est pas mal notre monde, là. Le personnage principal, lui, est né à Canton, en Chine, et après que ses parents soient tous morts du choléra, il y a un professeur de Oxford qui vient le chercher et qui lui dit « Moi, je peux t'offrir une vraiment merveilleuse vie, tu parles cantonais, je vais t'éduquer en grec, en latin, pour que tu puisses entrer à Babel pour être traducteur. » Donc, le jeune qui n'a plus rien à perdre, il part, il suit, puis il s'en va. Puis dans sa tête, c'est l'opportunité d'une vie. Il adore les langues, ça lui vient tout seul. C'est quelque chose qui l'intéresse. Et il arrive à Oxford, où il va rencontrer les 3 autres personnes de sa cohorte et ils vont s'attacher les uns aux autres et ils vont commencer à étudier dans cette école-là. Donc, on a une atmosphère très dark academia, un peu de Secret History, mais moi, j'ai aimé The Secret History, mais quand même, c'est le genre de truc, mais avec de la magie. Ça, c'est le début. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce roman-là, c'est surtout un roman qui veut dénoncer le colonialisme, les guerres de l'opium et le racisme dont ces personnes-là étaient l'objet quotidiennement. Donc, des fois, là, ce qu'ils se font dire, c'est « Oh mon Dieu, ça vient nous chercher. » Puis la guerre de l'opium, c'était une horreur, ce truc-là. Là. On peut pas pardonner ça. Puis, mais comment ils ont pu faire ça? Bref, je vais pas trop en dire, mais on va se ramasser avec des personnages principaux qui se retrouvent dans la situation de devoir se battre pour leur pays d'origine, qui connaissent pas tous tant que ça, mais ils voient l'injustice dont le monde fait preuve à leur égard et ils réagissent vraiment fortement face à ça. J'en dirai pas plus que ça. J'ai aimé ça. Il y a plusieurs personnes qui lui ont reproché d'être trop académique quand ça parlait de traduction, de linguistique, parce qu'ils vont expliquer l'étymologie, l'origine des mots, comment ça peut avoir un effet, comment ça peut passer d'une langue à l'autre. Moi, cette partie-là, j'ai trouvé ça fascinant. Ça, c'est la partie que j'ai le mieux aimée dans tout ça. Les messages, je suis d'accord avec tous ces messages-là, mais ils sont tellement appuyés. On est en 1830 et les concepts qui sont utilisés, c'est les concepts d'aujourd'hui, avec des mots d'aujourd'hui. Fait que moi, ça m'a un peu dérangée parce que c'est un livre qui parle de linguistique, de l'évolution de la langue et
on avait ça, là, ça fitait pas. Mais je me suis dit, bon, c'est de la fantaisie, elle fera toujours bien ce qu'elle veut avec le langage dans sa fantaisie. À la fin, le message est dit, répété par tous les personnages, genre à l'amber vraiment épais. Puis là, j'étais encore d'accord avec le message, mais j'avais l'impression de dire, mais tu me prends-tu pour une conne? J'ai vu ça depuis longtemps. C'est comme, arrête, j'ai compris. J'ai compris. C'est assez, là, c'est pas subtil. Certes, peut-être que certaines personnes ont besoin de ce manque de subtilité, qui ont besoin de se le faire mettre in your face. Ici, c'est in your face. Et moi, c'est pas ce que je préfère. Par contre, c'est un roman que je conseillerais comme ça à plusieurs de mes amis qui, eux, aiment ça quand les messages sont clairs, quand les messages sont précis. Ils vont aimer ça. Mais moi, quand c'est de la littérature, surtout en adulte, quand c'est du young adult, là, je comprends. Mais quand c'est de la littérature adulte, ça me fait davantage réagir, ce genre de choses-là. Ça va être un succès. Il y a une atmosphère qui est distillée là-dedans. C'est assez extraordinaire. Moi, j'ai aimé la fin. Est-ce que je vais lire la suite? Je ne le sais pas, parce que moi, la fin, elle suffisait à elle-même, selon moi. Mais tu sais, si Fairy Loot sort une aussi belle édition que ça pour un tome 2, c'est sûr que je vais l'acheter. On s'en va maintenant clairement dans le Young Adult avec Vespertine de Margaret Rogerson. Et ici, j'ai une super belle édition encore, mais cette fois-là, elle est en français. C'est l'édition chez Big Bang, c'est Brajlon en fait. Et ils font des très beaux livres comme ça en français. Donc, pour plein de personnes, c'était vraiment tannant parce que les beaux livres, ils sont en anglais d'habitude, mais là, ils sont en français. Puis si je vous montre, là, on a un intérieur comme ça. Et regardez la page de garde. Regardez ça, si c'est beau. Bref, l'objet livre est super beau. Qu'est-ce qu'il y en est du roman maintenant? Moi, quand j'ai lu ce roman-là, j'avais besoin qu'on me raconte une histoire. Je sortais de Babel où j'avais lu des choses quand même assez dures à lire. Il y a vraiment plein de trigger warnings là, dans Babel. Là, le racisme, c'est quelque chose. Là. Donc, j'avais besoin d'une histoire qui était un peu plus légère, entre guillemets, et qui n'était pas un prétexte pour me passer plein de messages. Ça, là, c'est ça que j'ai eu. On m'a raconté une histoire et j'ai aimé ça. Ça m'a fait du bien. Puis pourquoi je voulais le lire, c'est que notre personnage principal a été élevé chez les nonnes, les bonnes sœurs, pour être la gardienne des âmes dans un cimetière, s'assurer que les âmes passent bien dans l'autre monde et ne viennent pas hanter les vivants. Parce que quand ils le font, ils ne sont pas toujours sympathiques. Des bonnes sœurs guerrières. Le concept me faisait vraiment triper. Donc, on a le personnage principal qui, elle, veut être une bonne sœur guerrière. C'est ça qu'elle veut. Elle est bonne dans ce qu'elle fait. Elle est très solitaire parce que quand elle était plus jeune, elle a eu quelque chose qui fait que les autres ont un peu peur d'elle. Sauf que ça va pas se passer comme prévu, bien entendu. Au départ, elle avait rien de l'élu, mais probablement en raison de ce qui est arrivé quand elle était plus jeune, bon, ben, il s'est passé quelque chose en elle. Et quand son couvent est attaqué, elle se retrouve sans trop le vouloir avec, dans sa tête, un esprit de classe 5 qui devrait normalement l'envahir, mais qui ne l'envahit pas nécessairement. Donc, elle est pognée avec ce truc dans sa tête qui se trouve infiniment supérieur à elle et qui ne voit absolument pas pourquoi il collaborerait, mais ils n'ont pas le choix parce que sinon, il va retourner dans son reliquaire puis il veut vraiment pas, il est vraiment tanné, il a passé des centaines d'années là-dedans. Fait qu'il dit, bon, ben, pour faire contre mauvaise fortune, bon cœur, elle se dit la même chose et ils vont se retrouver dans cette guerre-là où il y a plein de machinations. Les esprits reviennent, parfois ils vont posséder des gens, vont faire qu'ils vont se retourner les uns contre les autres. Ça va vraiment pas bien, là. Moi, ce que j'ai aimé, ce sont les dialogues entre notre personnage principal et l'esprit qui est dans sa tête. J'ai aussi aimé le fait qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait, là. Elle ne le sait absolument pas. Elle est obligée de négocier avec cet esprit-là. Elle n'a pas été élevée pour ça. Elle se ramasse à faire des affaires, mais c'est pas vraiment elle qui les fait. Elle est vraiment appris avec sa morale, avec qui elle est dans tout ça, à qui elle fait confiance. Et cet esprit-là, qui menace à tout bout de champ de prendre contrôle sur elle, mais il en a besoin. Bref, une histoire de fantaisie. Il y a un corbeau blanc. Pour moi, les pages se sont tournées toute seule et j'avoue avoir été surprise d'aimer ça autant. Parce que des fois, la fantaisie young adult, on dirait que je suis dans une passe où c'est plus dur pour moi. Donc, une histoire.
il faut en attendre ça. Si c'est ce que vous attendez, vous allez aimer ça. Après ça, il va y avoir un changement d'angle de vue, c'est clair, parce que comme j'ai un peu de difficulté à structurer ma pensée ces temps-ci, ça m'a pris 36 minutes vous parler de 4 livres. On va passer maintenant au graphique. Pour ceux que ça intéresse, j'espère que ça vous intéresse parce que j'ai vraiment de belles bandes dessinées, de beaux romans graphiques à vous présenter aujourd'hui. En premier lieu, on a donc cette très belle bande dessinée de chez Dargaud qui s'appelle La Bibliomule de Cordoue. Regardez. C'est beau comme ça. Moi, ouais, je sais. C'est une bande dessinée que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimée. On est en l'an 1035, on est à Cordoue, c'est-à-dire dans le sud de l'Espagne, et à ce moment-là, on est sous le règne d'un calife qui s'appelle... C'est écrit, une chance que c'est écrit parce que je connaissais tellement rien de cette histoire-là, là. C'est impressionnant. Donc, si on regarde, je vous montre. On est au moment où ce calife-là vient de mourir et c'est son petit garçon ici qui a le pouvoir, mais en fait, c'est le grand vizir qui veut être genre calife à la place du calife, qui tire les rênes. Et il se laisse convaincre par certains extrémistes religieux qu'il faut brûler plusieurs éléments de la grande bibliothèque de Cordoue parce que c'est impie. Nos personnages principaux, on a l'eunuque qui est le bibliothécaire. On a également une esclave qui est scribe, qui a quand même un gros rôle dans cette bibliothèque-là, qui veulent sauver certains livres de la fameuse grande bibliothèque de Cordoue parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que tout ce savoir soit perdu parce que certaines personnes pensent que c'est mal. Donc, ils ont des livres qui viennent de partout dans le monde, des grands mathématiciens et... Bref, le rêve de tout bibliophile. Et ils vont se retrouver aidés dans tout ça de façon un peu involontaire par ce personnage-là ici, qui est le pire voleur de la Terre, et par sa mule, qui a vraiment une tête de mule. Vraiment. Ça, c'est pour elle que l'expression a été inventée. Ça parle des autodafés, de la liberté d'expression, du fait de brûler les livres, mais c'est surtout extrêmement drôle. Hein? C'est Lupano qui est au scénario. Donc, on a un côté très, très drôle dans tout ça. Ils vont se sauver, ils échappent au danger plein de fois, mais il y a des bouts où c'est vraiment hilarant. La mule, là, sincèrement, ils sont vraiment pas bons. Si je vous montre des planches de la bande dessinée, je peux vous montrer à quoi ça peut ressembler. Ça ressemble pas mal à ça. Moi, je suis fan de ce genre de dessin-là. J'ai adoré cette histoire-là. Des fois, j'ai ri fort. Ma mère, elle se demandait ce qui se passait là. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à la fin de la bande dessinée, on a une remise en contexte qui est faite sur les autodafés, entre autres, et sur ce qui est arrivé à cette bibliothèque-là de Cordoue. On ne sait pas si c'est vraiment ce qui s'est passé. On ne sait pas comment les livres de cette bibliothèque-là ont été perdus, s'il y a eu un grand feu à cette ampleur-là. On ne sait pas. Mais cette postface permet justement de voir qu'est-ce qui se passe quand on brûle les livres, dans l'histoire, comment ça s'est passé, qui a brûlé des livres. Ici, on a des musulmans, mais c'est pas ça, là. C'est pas anti-musulman comme truc, parce que souvent, ça a été d'autres religions ou même d'autres organisations politiques qui voulaient pas que certaines idées ne soient même dites à voix haute ou écrites. Jusqu'à quel point on va oublier l'histoire. Veut pas, ça fait réfléchir même de nos jours. Donc, je conseille vraiment cet ouvrage-là, c'est très, très intéressant. C'est beau en plus. Autre bande dessinée que j'ai lue, qui est Le cœur des femmes de Aude Mermillot. Et ça a été adapté du roman de Martin Winkler, Le cœur des femmes, que j'ai lu il y a plusieurs années et qui m'avait fait... Parce que ça traite, entre autres, de violences gynécologiques, de violences médicales chez les femmes, de la façon dont on traite les femmes. Moi, je suis tombée des nues. J'ai été chanceuse dans ma vie, je pense, parce que j'ai jamais vécu ça, là. J'ai toujours été traitée avec respect. On a toujours fait attention à moi. Alors, sérieux, il y a des gens qui se sont vraiment fait demander de se faire mettre à poil pour faire un examen gynéco au complet. Mais pourquoi? Je pensais même pas que ça se pouvait. Bref, c'est un gros roman, mais qui, selon moi, vaut la peine d'être lu parce que, oui, on parle de violences gynécologiques, on parle de la médecine chez les femmes, ça dénonce beaucoup de choses et ça propose certaines choses surtout, mais il y a aussi une histoire en arrière de ça qui est intéressante à suivre. Donc, je vous mets dans ce contexte-là. On a notre personnage principal qui s'appelle Jean et qui arrive
dans le cabinet du docteur Karma. Le personnage veut aller en chirurgie. Son but, c'est de couper, c'est de réparer. Donc, les plaintes des bonnes femmes, c'est pas son truc. Vraiment pas. On est dans l'efficacité, l'efficacité, l'efficacité. Ça va faire un clash avec le docteur Karma qui, lui, dit toujours aux femmes qui arrivent devant lui « Racontez-moi, je vous écoute ». Alors, on a ces deux personnages-là qui se retrouvent face à face et c'est pas nécessairement facile. Donc, au bout de quelques jours, le docteur propose quelque chose. Je lui dis « Écoute, t'es numéro 1 de ta promotion. Certes, le contact avec le patient, c'est pas ton fort, mais moi, je me taperai pas l'interne qui ne veut rien savoir. Du coup, tu restes une semaine et après, on verra. » Et c'est cette semaine-là qu'on va voir ses erreurs, on va voir un peu son cheminement aussi. Et ça permet à l'auteur de nous donner toute une série de portraits de femmes différents et de ce qui arrive quand elles vont chez le médecin et comment ça pourrait être surtout autrement. C'est très émouvant. On a l'histoire du docteur Karma derrière, on a l'histoire de Jean également qui va nous être racontée. Et ça nous permet de comprendre pourquoi eux sont comme ça, qu'est-ce qui les a amenés là, pourquoi ce personnage-là, il parle plus à son père, qu'est-ce qui s'est passé. Bref, c'est une bande dessinée que je recommande parce que l'adaptation est très réussie. J'avais peur que ce soit trop documentaire, que l'émotion passe pas, mais pas du tout, ça passe très très bien, là. C'est top, sérieusement. Et ça, c'est chez Le Lombard. Je vous montre quelques planches. Donc, on est sur ce type de dessin-là ici. Là, je vois absolument pas ce que je vous montre, donc j'espère que je vous spoile rien. Troisième ouvrage qui est La Cité oblique. C'est de Ariane Gélina et Christian Quesnel, ou Quesnel. Je ne sais pas comment on le prononce, et pourtant, il vit ici au Québec. Cet ouvrage, qui est hautement intéressant, raconte l'histoire de la Nouvelle-France ou du territoire sur lequel nous sommes présentement au Québec, mais avec un aspect Lovecraftien. Bon, je sais, Lovecraft, c'est un gros raciste. Non seulement il était raciste, il était royaliste, il croyait que seule l'aristocratie avait la moindre once de génie. Bref, il était pas cool comme mec. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait un voyage au Québec et il avait fait des mémoires. Mais des mémoires très, très factuelles, c'est un peu plate à lire, je suis même allée les lire, là, il n'y avait rien de fantastique là-dedans. Alors, ce que les auteurs ont décidé de faire, c'est de réécrire les mémoires de Lovecraft, mais avec le twist Lovecraftien. Donc, on a tout l'autre qui est là. Et la façon dont ce twist est utilisé, je trouve que c'est un beau pied de nez aux opinions de l'auteur, justement. C'est toute l'histoire du territoire. On voit les gens arriver, on voit les conflits et on a des illustrations qui sont fantabuleuses. Je peux vous en montrer quelques-unes, là. Essayez d'en trouver une avec une bébite. On a quelque chose dans ce sens-là. C'est porté par un texte poétique. Il y a plein de clins d'œil pour ceux qui savent. Et on a beaucoup de personnages historiques ici qui vont être personnifiés de façon très intéressante. Donc, si j'étais un jeune qui lisait ça, il y a peut-être des chances que je les démêle. Toujours est-il que c'est un magnifique ouvrage et sincèrement, je le conseille. Je le fais lire à ma mère présentement. Bon, je vais lire un peu une petite encyclopédie de Lovecraft avant pour qu'elle soit capable de voir le rapport entre tout ça, là. Mais ouais, voilà. Finalement, je vais vous parler de quelques mangas que j'ai lus pour faire plaisir à ma choupiniesse, dont c'est la série préférée. C'est moi qui ai prêté, mais je ne l'avais pas lu. Oups! J'ai lu 4 tomes de L'Atelier des sorciers, qui est ce manga ici, qui est choupinou comme tout. Je comprends pourquoi ma nièce aime ça, là, c'était écrit dans le ciel. Je vous sors le premier tome. On a l'histoire d'une petite fille qui a toujours vu les magiciens comme quelque chose d'extraordinaire. Elle n'a pas été élevée là-dedans et elle pense qu'il faut naître avec la magie. Sauf qu'un jour, elle est témoin d'un acte de magie et elle réalise que peut-être que ça pourrait être autre chose. Il y a toute une histoire avec un livre de sortilèges noirs et elle va se retrouver à devenir l'apprentie de ce magicien-là dans un endroit un peu isolé avec d'autres jeunes filles qui, elles, en savent beaucoup plus.
On a un personnage principal qui s'émerveille devant le système de magie, qui passe par le dessin, entre autres. C'est mignon comme tout, il leur arrive plein d'aventures et elle a quand même pour but de sauver sa maman là, qui a été prise dans cette histoire-là de magie noire. Et elle veut être capable de passer les étapes pour faire le sort à l'envers, pour sauver sa maman. Et on sent que derrière tout ça, il y a un gros méchant qui veut quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi. Il y a plein d'aventures. Chaque personnage est différent. Chaque personnage a ses propres choses à résoudre. Et je vous montre quelques planches ici. Moi, ce que j'aime, là, c'est l'enthousiasme de la petite fille. Sa naïveté devant la magie, son émerveillement. Je trouve ça vraiment tout mignon. Donc, c'est une série doudou pour les adultes. Et si vous avez des enfants, ma nièce, elle a 10 ans, puis elle tripe manga, là. Elle a lu tous les One Piece, elle a lu tous les Naruto, mais ça, c'est son préféré, donc ça passe. Alors, c'est tout pour ce bilan lecture de la première moitié de septembre. J'espère que je vais être capable de faire quelque chose avec ça au montage. Est-ce qu'il y a des livres là-dedans qui vous tentent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont intrigué? Je veux savoir. Et sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!